Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Smart Impact, si vous connaissez l'émission, vous connaissez le Laïus, l'émission de la transition écologique et de la RSE. La RSE c'est quoi pour ceux qui débarquent? La responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici notre sommaire, notre invité aujourd'hui, Vincent Philippine, associé chez Actionnable, viendra nous présenter les dernières innovations de son entreprise en matière d'intelligence artificielle durable, notamment cet outil de mesure de l'empreinte carbone des campagnes publicitaires. Comment assurer le risque climatique? Comment informer aussi défis majeurs du secteur? L'une des réponses passe par la formation des chefs d'entreprise et de leurs équipes. Vous découvrirez la Climate School créée par une entité du groupe AXA. Et puis dans Smart Ideas, la start-up du jour, c'est le studio L'Ingrédient qui réinvente les trophées d'entreprise, ses goodies. Il les fait en matériaux recyclés. Voilà pour les titres. C'est Smart Impact, c'est 30 minutes, c'est tout de suite. Bonjour Vincent Philippine, bienvenue. Bonjour Thomas, merci de me recevoir. Vous êtes associé chez Actionnable, directeur industrie et mobilité durable. Présentez l'entreprise, tiens, pour commencer, c'est quoi Actionnable? Alors Actionnable, c'est un cabinet de conseil. Et nous, notre raison d'être chez Actionnable, c'est de faire finalement converger deux grandes transformations qui sont en cours dans l'entreprise. La première, elle est liée à la data et à l'intelligence artificielle. Ouais. Et la deuxième, elle est liée à la transition durable et notamment environnementale. Nous, l'analyse que l'on fait, c'est qu'on ne peut plus aujourd'hui généraliser l'utilisation de la data, de l'IA, etc., sans avoir un réflexe de sobriété et de responsabilité. Mais IA, intelligence artificielle durable, ça veut dire quoi concrètement? Ça change quoi? Concrètement, nous, ce qu'on fait, c'est, je vais prendre 3 exemples assez simples. La première chose qu'on fait, c'est qu'on aide nos clients, par exemple la RATP, à mesurer et réduire l'empreinte environnementale et carbone de leurs activités numériques. Donc pour ça, on mesure l'empreinte et on définit des actions concrètes pour la suivre et la réduire. Premier exemple. Deuxième exemple, parler d'IA durable, on travaille beaucoup sur le sujet de la résilience climatique. Donc par exemple, on va utiliser l'intelligence artificielle pour aider nos clients industriels, par exemple, à évaluer comment les risques climatiques, sécheresse, inondations, etc., vont évoluer dans le temps et comment ce risque va les impacter. Ouais. Ça, on en parlera en détail, un outil de prédiction, de prévision, et ça fera le pont d'ailleurs avec le thème de notre débat. Absolument. Et troisième exemple, on travaille beaucoup dans l'industrie, par exemple chez Orano, sur la durée de vie des équipements industriels et comment on peut, grâce à l'intelligence artificielle, essayer de prédire des pannes, prédire des dysfonctionnements et éviter du coup des coûts carbone associés au remplacement des équipements, associés aux déchets, etc. Ouais. Ce pivot, est-ce que c'est from scratch? Est-ce que c'est dès la création de l'entreprise ou est-ce que c'est au fur et à mesure que vous avez dit il faut qu'on bascule avec cette dimension d'IA, d'intelligence artificielle durable? C'est une très bonne question. Non, on a fait un pivot, nous. C'est-à-dire qu'en fait, on a démarré Actionnable il y a 4 ans. Et au démarrage, on faisait de la data, de l'IA de façon un peu classique, au service des directions de marketing, etc. Et puis, on s'est dit, finalement, ce qu'on fait, c'est bien, mais on voudrait, nous aussi, à notre échelle, modestement, mais avec ambition, participer à la transition. Et ce qu'on a réfléchi, c'est de se dire, mais comment on peut utiliser la technologie, comment on peut utiliser la data et l'IA au service de la transition. Et nous, on pense que bien utilisé, c'est un formidable outil pour accélérer et concrétiser cette transition durable et environnementale. Ouais. Alors évidemment, votre bilan carbone, on va dire, pour simplifier, il s'améliore parce que vous améliorez celui de vos clients. C'est le levier le plus important, on est d'accord. Absolument. On améliore le bilan carbone de nos clients et en même temps, nous, en tant qu'opérateur économique, en tant que société, on a pris des actions concrètes, assez fortes, pour réduire notre propre bilan carbone. Lesquelles, par exemple? Un exemple très concret. On fait tous les ans des séminaires d'entreprise. On est une 50aine aujourd'hui, donc on peut encore se le permettre. On avait historiquement des voyages en avion, etc., pour ces séminaires. Aujourd'hui, on a arrêté ça, on fait que du train. Voilà. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est des actions concrètes. Chacun pose sa pierre. On fait la même chose côté fournisseurs, sur nos contrats d'énergie, etc. On essaye d'être nous-mêmes engagés. Ouais. Vous êtes labellisé Bicorp depuis quand et ça a supposé quels efforts pour y parvenir?
Alors, on est labellisé depuis environ 1 an. On était un des premiers cabinets de conseil en France à l'être. On en est très fiers. Du coup, c'était un effort oui et non. C'est-à-dire que oui, c'est assez contraignant et heureusement parce que ça permet d'éviter les effets de greenwashing. Etc. Exactement. Donc, il faut que vraiment... ce label ait du sens, il faut que ce soit Absolument. contraignant. Ouais. Donc, il faut vraiment que ce soit contraignant. Et en même temps, on était vraiment content de le faire. Et ce qui est super, qu'en plus on est sur l'impact et la transition, c'est que les jeunes générations, les jeunes talents, ils aspirent à ça. Et ils sont motivés et on a réussi à embarquer toute l'entreprise sur ce chemin de la transition. Vous en avez cité quelques-uns, mais qui sont vos clients? Quel type, quelle gamme d'entreprise, quelle taille d'entreprise? Alors nous, on travaille essentiellement pour des grands comptes, Ouais. dans 3 secteurs principaux. Les services financiers, on travaille par exemple pour des acteurs comme Allianz, dans l'assurance. On travaille beaucoup dans l'industrie, notamment la construction de bâtiments, l'énergie, etc. Et on travaille beaucoup dans les médias. Et dans les médias, on fait beaucoup de choses autour de la publicité et de la communication responsable. Ça va vous parler, Thomas. Ah oui. C'est-à-dire comment on fait demain pour avoir des campagnes de communication qui soient la plus sobre possible en termes de carbone. Oui, alors justement, vous avez développé un outil d'intelligence artificielle avec le groupe de communication Dentsu. Donc c'est ce dont vous venez de parler. Peut-être pour commencer tout simplement, comment ça marche, comment on évalue l'impact, le bilan carbone d'une campagne publicitaire. Alors moi je vais dire effectivement l'avion, les déplacements, le choix du lieu où se tourne la pub, mais j'imagine qu'il y a énormément d'autres critères. Oui, alors c'est assez détaillé en effet. On regarde la production de la campagne, on regarde sa diffusion, on regarde les espaces dans lesquels elle est diffusée. Et nous, ce qu'on fait, c'est que on construit des outils qui permettent aux agences, donc en l'occurrence vous avez cité Dentsu, mais aussi aux régies publicitaires, donc côté médias, aux annonceurs, de suivre l'empreinte carbone des campagnes sur les différents canaux digitaux, télé, radio, etc. Et en faisant ça, on essaye de participer à une prise de conscience de l'ensemble de la chaîne de valeur publicitaire sur comment demain on fait une communication qui est plus sobre en carbone et qui est plus responsable. Mais ça, c'est parti d'une demande de vos clients, d'une demande des marques, c'est-à-dire qui doivent être cohérentes jusqu'à la campagne de pub? Absolument. En fait, ce qu'on constate, c'est que la transition, elle est vraiment en train de se concrétiser et de s'opérationnaliser. C'est-à-dire que jusqu'à encore il y a quelques mois ou quelques années, c'était beaucoup des discours, beaucoup de communication, etc. Là, aujourd'hui, on rentre vraiment dans le concret. Et du coup, la chaîne de valeur publicitaire, agences, médias, annonceurs, etc., ils sont à la fois un petit peu obligés, de par leur politique d'entreprise, à s'engager à réduire leur empreinte carbone, et en même temps, leurs parties prenantes, leurs clients, leurs talents, etc., les poussent à bouger, les poussent à s'engager. Et donc, c'est aussi un mouvement de société qui est en train de se traduire concrètement dans des actes opérationnels. Mais qu'est-ce qui alourdit le plus l'empreinte carbone d'une campagne publicitaire? C'est beaucoup la production, sur la vidéo, etc. C'est des choses qui pèsent assez lourd. Et puis la diffusion, soit par Wi-Fi, par le mobile, etc. Voilà. C'est des choses comme ça. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, cet outil pour aider les entreprises en matière de résilience climatique. Je crois que c'est dans le cadre de la Green Tech Innovation que vous l'avez développé, c'est ça? Peut-être un mot de la Green Tech Innovation, c'est quoi? Alors, la Green Tech Innovation, c'est un label qui est donné par le ministère de la Transition écologique. On est très fiers d'avoir été labellisé et qui vient récompenser les entreprises qui, comme le nom l'indique, font preuve d'innovation technologique sur des sujets environnementaux. Et donc, on a développé une solution chez Actionnable en mobilisant beaucoup de ressources aussi de R&D. Et on a eu la chance d'avoir des financements de la BPI, de l'ADEME, etc. sur le sujet. Combien de temps de R&D? Là, ça fait déjà 1 an qu'on travaille sur le sujet. On travaille avec des clients opérationnels. L'idée, c'est vraiment de faire quelque chose qui soit concret et actionnable. Oui, utilisable le plus vite absolument. possible. Oui. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que on est capable, pour un industriel qui a des sites stratégiques, par exemple dans le sud de la France, d'évaluer comment le risque lié à la chaleur, aux vagues de chaleur, à la sécheresse, etc., comment ces risques, vont évoluer dans le temps, à horizon 2030, 2040, 2050, et 2, comment ces risques vont se matérialiser pour l'industriel et comment il peut se préparer et s'adapter à ces risques-là. Oui, enjeu majeur, d'ici 2040 en France, la facture directement imputable au changement climatique, ça pourrait s'élever jusqu'à 13 milliards d'euros. Comment marche votre solution? Vous dites 1 an de R&D, évidemment, donc c'est de l'intelligence artificielle. Comment ça fonctionne? En fait, la solution fonctionne en ayant deux gros
de grandes bases de données en entrée, les données climatiques, donc qui sont pour partie publique, qui sont des scénarios qu'on appelle RCP, etc. Donc des scénarios de changement climatique plus ou moins importants. Et puis on croise ça, ces données climatiques, avec des données opérationnelles de nos clients, pour justement être capable de retranscrire un risque et une évolution de ce risque dans le temps en risque opérationnel concret à adresser et à prévenir. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire après ? Est-ce que alors c'est mieux s'assurer peut-être, je ne sais pas, on va en parler après dans le débat, mais c'est changer des pratiques aussi, mieux se protéger, ça a quelles conséquences ? Déjà, le premier sujet qui n'est pas trivial, c'est d'être capable de mesurer le risque à une maille spatiale assez fine. On n'est pas sur un pays, une région, on est sur un bassin industriel, etc. Donc ça, c'est une première complexité. Et ensuite, une fois qu'on s'est dit ça, il y a tout un tas d'actions qu'on peut mettre en œuvre. Vous avez parlé de contrats d'assurance. Il y a aussi des actions opérationnelles sur les équipes, sur les processus, voilà. Et du coup, l'idée, c'est de se dire concrètement comment je peux essayer de m'adapter et de limiter le risque associé à un aléa type sécheresse, inondation, etc. Merci beaucoup, merci Vincent Philippina. Merci Thomas de m'avoir reçu. À bientôt sur Bismart. Notre débat RSE donc sur ce risque climatique. On va continuer d'en parler, comment l'assurer, comment mieux informer. Comment assurer le risque climatique ? Comment y former les entrepreneurs et leurs équipes ? Voilà le thème de notre débat ou de notre échange, parce qu'ils vont être assez d'accord. En fait, je ne vous le cache pas, Antoine Denoy, le PDG d'AXA Climate. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Antoine Poincaré, vice-président de Climate School. Bonjour, bienvenue Thomas. à vous aussi. Peut-être un mot de présentation pour commencer. AXA Climate, c'est une entité du groupe AXA spécialisée dans l'adaptation au changement climatique. Vous l'avez créé quand et avec quelle ambition ? Alors, on l'a créé il y a 3 ans avec une grande ambition. On se définit comme un assureur climatique engagé. Et donc, on est un pur player du climat. Donc, le climat, c'est le A à Z de tout ce qu'on fait. D'accord. Ça pénètre toutes les équipes, le quotidien de chacun. On est engagé, puisque, en fait, et c'est ça la grande différence avec d'autres assureurs, toutes nos offres sont conçues avec une intention très précise, qui est celle d'accompagner les transitions environnementales des acteurs. Et notre façon de le faire, c'est d'aider à l'adaptation. C'est-à-dire le climat, malheureusement, est déjà là, le réchauffement climatique est déjà là. Comment on accompagne le secteur privé et le secteur public à mettre en œuvre les bonnes actions de manière à pouvoir, comme on va le définir et en donner des exemples concrets, être adapté. Mais est-ce que vous avez vraiment le choix ? Est-ce que le secteur de l'assurance a vraiment le choix ? Vous êtes en première ligne face au risque climatique. L'actualité nous le rappelle quasiment toutes les semaines. Alors tout à fait, le grand changement de paradigme par lequel sont en train de passer les assureurs, c'est de passer d'un assureur qui stabilise, qui est là pour un retour à la normale, c'est ce qu'il a fait depuis des décennies, voire des millénaires, à un assureur qui assume d'avoir une intention stratégique. C'est-à-dire qui assure des acteurs qui font des efforts dans cette transition environnementale et donc qui dirigent ces produits de prévention, ces produits d'assurance avec cette finalité précise. Mais est-ce que ça change même la proposition, par exemple, l'assurance paramétrique ? C'est quoi exactement l'assurance paramétrique ? Alors on est un assureur climatique engagé, on est un assureur mais différemment. Donc par exemple, un assureur climatique engagé, il paye vite. Et donc on utilise en effet le satellite pour déclencher automatiquement des indemnités pour nos clients. Le niveau du Rhin qui baisse à cause d'une sécheresse, on paye. En fonction d'une vitesse d'un ouragan dans le golfe du Mexique, on paye vite au bout de quelques heures sans avoir envoyé des gens sur le terrain. Ok, et ça c'est grâce à un maillage et paramétrique, alors, de l'intelligence artificielle, grâce à un choc technologique, des data, etc. Grâce à un choc technologique qui est le choc du satellite, mais on ne s'arrête pas à l'assurance. Et la grande révolution qu'on souhaite opérer, c'est vraiment d'aller à fond sur les services de prévention. C'est pour ça qu'on a lancé cette ambition de formation. Notre métier de consultant, c'est aussi de faire des études pour projeter les entreprises à 2030, 2050 et leur faire prendre conscience de manière très incarnée, très concrète, du climat au coin de la rue à 2030 pour un site industriel, pour une surface agricole. Et on a aussi, cher Thomas, une équipe qui fait du 24/7 pour surveiller la météo et réveiller nos clients au milieu de la nuit quand il s'agit de protéger les collaborateurs en fonction d'une trajectoire d'ouragan, en fonction du déclenchement d'un tremblement de terre. Il est là notre ADN, l'accompagnement dans toutes les temporalités pour cette adaptation climatique. Alors effectivement, on va parler de cette Climate School que vous avez créée. C'est une création d'AXA Climate. Antoine Poincaré, ça a été créé au printemps dernier, donc c'est tout jeune, c'est ça ? Tout récent. Qui peut s'y inscrire ? Qui peut en bénéficier ? Alors d'abord, tous les gens qui regardent Bismart aujourd'hui peuvent s'y inscrire puisque c'est gratuit pour les individus.
Donc on a décidé de l'ouvrir aux particuliers de manière très large. Le produit, il est pensé pour les entreprises, mais évidemment, les entreprises, c'est la somme de leurs employés. Donc ça cherche à former dans les grandes entreprises tous les salariés pour accompagner cette transition durable. On croit que la transition durable, elle a quand même beaucoup de points communs avec la transfo digitale d'il y a 10 ans. Ça veut dire que c'est massif, ça va toucher tout le monde. Vous êtes au RH, vous êtes aux achats, vous êtes au département juridique. Votre métier va plus être le même. Il y a des erreurs qu'il ne faudra pas faire, il y a des compétences qu'il faudra acquérir, il y a de la régulation qu'il faudra comprendre. C'est tellement massif qu'à un moment, il va falloir des dispositifs à l'échelle pour que les grandes boîtes forment tout le monde d'un coup. Et c'est à ça qu'on essaye de répondre. Donc c'est inattendu parce que on n'attend pas d'un assureur qui se mette à former, pas sur des sujets non financiers, non risque finalement. C'est vraiment comment opérationnellement ça va changer. On trouvait qu'il n'y avait pas vraiment la solution qu'on cherchait sur le marché. On pensait que les grandes boîtes, elles allaient réussir cette transition durable grâce à des salariés engagés. Et c'est pour ça qu'on a voulu répondre à ça. Donc c'est gratuit pour les individus, c'est payant pour les entreprises. Ouais. Comment ça fonctionne? C'est quoi le modèle? Alors c'est pas très cher, c'est un abonnement par an. On a voulu faire quelque chose de pas très cher parce qu'on a la chance de pouvoir le faire à grande échelle dès le début, avec la force d'une marque comme AXA. Aujourd'hui, on a à peu près 500 000 collaborateurs formés, donc ça va assez vite, ça va depuis avril. En dehors d'AXA, d'ailleurs. En dehors d'AXA, évidemment, les collaborateurs AXA nous font l'amitié de se former également sur ce sujet. Ça va très vite. C'est très digital, très online. Il y a une vraie appétence des collaborateurs. C'est ça qu'on voit. La différence entre la transfo digitale, qui manquait quand même d'âme, et cette transfo environnementale, c'est qu'il y a des gens très engagés dans les boîtes, qui font ça en plus de leur métier, qui ont un rapport très émotionnel au sujet, parfois très inquiet, parfois très conquérant, optimiste. Mais cette énergie vitale, un peu, quand on fait de la formation et quand on propose du contenu, c'est génial parce que ça nous donne quelque chose. C'est ce qu'on appelle notamment l'éco-anxiété. Il y a une étude du Lancet qui montrait qu'elle était à un niveau très élevé, notamment dans la population. Alors pardon, on a une bonne stat là-dessus pour les patrons qui nous regardent. Nous n'avons pas un journaliste. Jamais. C'est c'est quand même deux fils de journalistes qui connaissent la machine. Nicolas Poincaré, Isabelle Thorpe. Je dois confesser que j'ai grandi en regardant Thomas Hugues sur 7 à 8. Deuxième sujet de préoccupation des Français. Qu'est-ce que c'est concrètement la Climate School, Antoine? Est-ce que tu pourrais nous l'expliquer? La Climate School aujourd'hui, 120 modules de formation en ligne, rapide, 4-5 minutes que vous pouvez consommer sur votre mobile pour à la fois comprendre la science, évidemment, il va falloir y passer un peu de temps, c'est un sujet compliqué, c'est un sujet systémique, et comprendre, on l'a dit, comment ça change nos métiers. Donc on traite de plus en plus de métiers, on essaye d'accompagner la transition des filières aussi. Quand on prend le marché de l'automobile, il va y avoir des sujets de collaboration entre des équipementiers automobiles, leurs fournisseurs et puis ceux qui fabriquent les voitures. Donc on essaye de réunir les gens dans une démarche un peu mutualiste comme ça pour produire du contenu et accompagner cette transition. Donc on est bien d'accord, c'est du e-learning. C'est du e-learning. Exclusivement. On donne ça à soit des grandes boîtes, soit des grandes organisations qui, derrière, l'articulent et font la mise en musique de tout ça. On travaille par exemple avec HEC. Là, on a formé toute la nouvelle promo, ce qu'ils appellent les limites planétaires. On ne s'attendait pas à des cours comme ça à HEC. En tout cas, quand moi j'y étais, ce n'était pas le ton qu'on avait vis-à-vis du capitalisme et de l'écologie. Et derrière, c'est le boulot de l'école de mettre ça en musique, d'organiser des grandes conférences, des travaux entre les élèves pour que ça avance. Pourquoi, Antoine, pourquoi la formation, c'est un levier majeur? Vous avez un peu répondu, mais je voudrais qu'on rentre dans le détail. Un levier majeur de cette transformation écologique dont on parle tous les jours dans cette émission. Alors, pour un exemple très concret, je vais vous prendre par exemple la montée des eaux dont on parle beaucoup. Si on ne comprend pas comment le phénomène physique se fait, il est très difficile de raisonner quand on est patron industriel, quand on est près d'une côte, sur le risque. Comprendre que la montée des eaux, c'est lié à la chaleur principalement de l'eau à 700 mètres en dessous de la surface, ça crée une familiarité, une connaissance, et ça permet aux collaborateurs de prendre les bonnes actions. On est dans un environnement de fake news, et il est très compliqué de savoir la confiance qu'on peut donner à tel article de presse ou tout ce qu'on nous dit tout autour. On peut considérer que la confiance en la parole scientifique, elle a plutôt été dégradée par les 18 mois qu'on vient de vivre. Exactement. Donc, c'est majeur. Et donc il faut une parole scientifique, on va dire, crédible. Oui. Et on pense qu'en tant qu'assureur, on a un acteur un peu méta, on est global, on capte les effets papillons entre la santé, les problématiques de business. Donc on a vraiment ce regard global. On est un peu le divan de la société et de la socio-économie. Eh bien, on pense qu'on a une parole qui peut être écoutée et qui peut être crédible. Et en fait, quand on veut vraiment être un assureur climatique engagé et pousser les entreprises à se transformer, eh bien, le fondamental, c'est d'abord de commencer par la formation. Et donc, il y a de cela 2-3 ans, si vous m'aviez dit qu'on aurait lancé comme ça chez AXA Climate un business de formation, je ne vous auriez pas cru. Mais le fait de se fixer cette mission large dont on parlait, l'adaptation climatique, nous a amené assez naturellement à lâcher la bride en termes d'innovation. Ouais. C'est un business rentable ? Alors, je ne veux pas mettre de pression sur mon voisin de droite, mais ce sera probablement un des business les plus rentables, parce qu'il y a un effet d'échelle.
parce que c'est du digital et parce qu'on a la capacité d'avoir un effet volume. Et nous, ce qui nous botte, et moi ce qui me botte aussi beaucoup aux côtés d'Antoine, c'est de faire des liens entre les entreprises. C'est l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'on sait très bien que le problème de la transition environnementale, on la réussira si on fait éclater les silos et si on fait cette cross-disciplinarité entre des chaînes de valeur, des secteurs. C'est important ce que vous dites, parce qu'il y a même certains membres d'ONG, certains patrons qui commencent à dire qu'il faut une open innovation sur ces questions-là. Parce que l'enjeu, il est planétaire, il est majeur, et il faut que les entreprises se mettent ensemble et ne se tirent pas la bourre. Très bon terme galvaudé en ce qui concernait le digital, parce qu'il était creux, un peu coquille vide, qui prend tout son sens pour la transition durable. Puisque l'enjeu collectif, il est là pour la transformation durable. Il n'était pas là pour le digital, il fallait faire des applications mobiles, chacun, entre guillemets, dans notre coin, dans nos entreprises respectives. Là, l'enjeu est tellement collectif, je trouve qu'il donne beaucoup plus de sens et de substance à ce concept d'open innovation, appliqué à l'environnement. Ouais. Je voudrais qu'on rentre, Antoine Poincaré, un peu plus dans le détail des formations. Est-ce que, comment vous les adaptez aux entreprises? Parce qu'il y a un tronc commun, évidemment, que j'imagine, mais est-ce qu'ensuite on rentre un peu plus dans la dentelle? Absolument. Alors, il y a un tronc commun sur la partie scientifique, parce qu'évidemment, comprendre le changement climatique, que vous travaillez chez BNP Paribas ou chez Michelin, c'est à peu près la même chose. Les grands métiers un peu transverses, ce qu'on appelle les fonctions support, désolé, le mot n'est pas très beau, mais une direction des systèmes d'information, une direction juridique, une direction financière, ils ont aussi des enjeux communs. Et avec quasiment tous nos clients, on est en train de produire des modules sur qu'est-ce que ça change à nos métiers. On travaille avec JLL, par exemple, une grosse boîte dans l'immobilier, notamment de bureaux. Qu'est-ce que ça change au métier de broker, de bureau, de vendre des immeubles? En fait, un peu de plus en plus cher, mais parce qu'ils sont de plus en plus green. Et ben, il faut l'expliquer à ses clients, les investissements que ça a demandé, pourquoi c'est important d'avoir un immeuble green. On rentre dans ce détail-là. Quand on travaille avec AXA, qu'est-ce que ça change au métier d'assureur? Qu'est-ce que ça change au métier d'investisseur? Donc, on est obligé de descendre à la maille du métier assez vite. Et donc, pour répondre encore plus précise à la question du journaliste, Antoine, nous coproduisons, nous personnalisons les contenus en fonction de la demande de l'entreprise. C'est une partie du business. Oui, donc c'est une navette en fait, c'est itératif. Alors une navette, tout à fait, mais avec des convictions. C'est-à-dire qu'on a des convictions, on a une touche chez Climate, on a un traitement de l'information, on est très attaché à l'optimisme, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour être dans la collapsologie ambiance, on est là pour apporter des solutions. Vous êtes au bon endroit. Chez Exactement, je sais, c'est pour ça que je le fais dans un vrai confort affectif, je me sens en sécurité. Mais non, on a vraiment une touche, on a des convictions, on a un traitement aussi scientifique de l'information. Quand les entreprises vont nous demander de décrypter des fake news, est-ce que par exemple la voiture électrique émet plus de carbone que le thermique? Eh bien nous, on ne va pas être simplement là pour mettre en image, on va avoir un filtre, on va dire scientifique, c'est la crédibilité dont je vous parlais. Et donc il faut tenir les deux éléments. Ouais. Antoine Poincaré, dans cette navette avec vos clients, est-ce qu'il y a parfois des clients qui étaient pleins de bonne volonté et qui ont commencé par faire des erreurs? Vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite, il faut un peu rétro-pédaler et la formation que vous proposez y contribue. Il y en a forcément parce que ça va à une vitesse incroyable. Enfin, vous voyez, les engagements que prennent les patrons aujourd'hui sur, par exemple, la neutralité carbone, c'est des choses qui n'existaient quasiment pas il y a un an. Donc quand ça va aussi vite, il y a forcément des erreurs. Typiquement, la définition de la neutralité carbone, elle est en train de changer, elle est en train d'être hyper remise en cause. Qu'est-ce qui est neutre en carbone, qu'est-ce qui n'est pas? Donc oui, quand on regardera des éléments de communication et de formation avec un an de retard, il est probable qu'on se dise ça a changé. En fait, c'est un super terreau pour de la formation. Si tout change tout le temps, il va falloir expliquer ça aux collaborateurs, il va falloir que les gens aient une vision hyper claire. Et dernier mot, parce que l'horloge, c'est quand même moi qui la tiens. La vraie erreur, le vrai enseignement, c'est qu'il faut faire les choses en parallèle. La Climate School, c'est évidemment le climat, mais c'est aussi la biodiversité, les ressources naturelles, la pollution. Et je pense que la prise de conscience collective, c'est qu'il faut engager ces combats en parallèle. Il ne s'agit pas de faire le carbone et après on regardera. Il faut tout faire en même temps. C'est ça le vrai enseignement de l'époque et d'aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus présenter votre Climate School. Allez, on passe à Smart Ideas, une start-up à l'honneur tout de suite. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas, c'est notre rubrique qui met en avant les startups, qui leur donne quelques minutes, 5 minutes en pleine lumière. Bonjour Maxence Fortier. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le fondateur du studio L'Ingrédient. C'est vraiment une toute jeune entreprise, vous l'avez créée il y a 3 mois. Avec quelle idée? Alors l'idée de début, c'était déjà il y a 1 an avec différentes expériences professionnelles et l'attirance avec la culture du design et de l'artisanat d'art. En fait, j'ai fait une expérience professionnelle dans une agence de communication par l'objet sur Paris, où on travaillait avec des agences événementielles, des grands groupes du CAC 40, et on travaillait sur des récompenses d'entreprises, notamment des trophées. Ouais. Et je me suis dit, c'est dommage parce que 40%, on va dire, de la production sur laquelle on travaillait, ça venait de Chine, ou sinon c'était des trophées en cristal, en plexiglas, avec
pas forcément de sens. Et donc je me suis dit, voilà, on va peaufiner un petit peu, on va essayer de travailler sur le positionnement, sur la valeur. Et donc Studio l'ingrédient est né, et on est spécialisé en fait dans la création et la fabrication de trophées durables sur mesure pour le monde de l'événementiel. Donc des trophées durables, ça veut dire des trophées en matériaux recyclés, c'est ça? Comment vous sourcez? Quels matériaux vous avez décidé de travailler, de choisir? Alors, beaucoup. Ouais. Tout d'abord, le bois. On part sur vraiment des matières naturelles. Ensuite, on va travailler des matières minérales comme le béton, mais en récupérant par exemple des déchets du BTP. Et on va essayer de s'entourer. On s'entoure en fait d'un réseau soit d'artisans d'art qui travaillent chacun des matières d'exception avec vraiment un savoir particulier. Et derrière, on travaille aussi avec un réseau d'ateliers de menuisiers ou de made in France, en France. Ça veut dire que tous vos trophées, ils sont fabriqués en France? Tout à fait. Ouais. Les trophées sont fabriqués en France, le plus possible autour de la région de Paris, en Île-de-France. Et deuxièmement, c'était qu'on travaillait avec des ateliers pour travailler en semi-industrialisation avec des matières recyclées. Là. Donc on travaille du plastique recyclé qui est collecté, trié, broyé pour en faire des plaques. On travaille aussi du polystyrène recyclé. Voilà, on a vraiment étoffé toute notre gamme pour essayer de proposer des solutions écologiques pour les remises de prix lors d'événements. Oui, ça veut dire que, je crois que vous êtes graphiste, designer de formation, c'est ça? Tout à fait. Vous êtes devenu un peu artisan, est-ce que vous diriez ça? Alors, pas encore. Dans ma tête, un petit peu. Oui. Je me présente plutôt comme un artisan designer, Oui. un petit peu des deux. Mais c'est vrai que le côté créativité, la créativité circulaire m'attire plus. Donc je préfère travailler le design, travailler les matières, les formes. Et derrière, la conception, je la délègue, on va dire, à des personnes qui ont plus de savoir-faire que moi. Ouais. Est-ce que les filières existent? Est-ce que c'est compliqué, tous ces matériaux? Vous en avez évidemment cité plusieurs, donc ça simplifie les choses. Mais est-ce que les filières existent? Ou est-ce que parfois il faut vraiment les dénicher la matière? C'est plutôt un travail de veille. Là, par exemple, il y a eu Maison et Objets, il y a eu la France Design Week aussi, où il y a pas mal d'acteurs de l'économie, que ce soit de l'artisanat d'art ou de la petite entreprise, qui travaillent vraiment sur des solutions, sur des néo-matières ou des matières innovantes. Et c'est là-dessus que je travaille essentiellement, pour essayer de me démarquer et avoir un positionnement différentiel Oui. de la concurrence. Est-ce que sur certains matériaux recyclés, c'est impossible de les trouver en France? Oui. Ouais. Oui. Par exemple Le polystyrène. Il y a quelques startups ou quelques entreprises qui commencent à développer, que ce soit de la décoration à base de sol, à base de murs en polystyrène, mais c'est vrai que derrière, il y a tout un réseau de tri de déchets où on n'a pas forcément les structures non plus en France. Vous en êtes tout de votre développement? 3 mois d'existence, vous avez quelques clients déjà? Ça a bien démarré? Oui, je suis assez content. C'est vrai qu'après, il y a eu une période Covid qui était assez compliquée. Là, on est post-Covid. J'ai eu raison, on va dire, de me lancer. Ça marche plutôt bien, surtout à cette rentrée-là en septembre, où il y a beaucoup de projets qui sont en route, que ce soit des trophées en bois, des trophées en plastique et d'autres idées aussi ingénieuses. Et pour finir, c'est vrai qu'au mois de septembre, il y a une vraie actualité, c'est qu'on a été invité, j'ai été invité par France Design Week, mais Loire-Vallée, qui est située dans la région centre, pour exposer mes nouveautés en termes de trophées. Et derrière, on a eu un partenariat aussi où on réalise une dizaine de trophées à partir de chutes de cuir. Voilà, donc ça a vraiment été une idée que j'avais depuis 1 an dans ma tête, où je voulais développer toute une gamme de trophées en cuir à partir de chutes de cuir. Et finalement, ça a été fait. La remise de prix est le 23 septembre. Eh bien, bravo. Merci beaucoup, Maxence Fortier. Bon vent à votre studio. L'ingrédient, voilà, c'est la fin de cette émission passionnante. Comme souvent, je vous donne rendez-vous demain sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.